cet entretien, cette conversation autour de Miguel Branco, dont nous avons déjà évoqué la présence dans ces murs, dans les jardins et les murs du château. Vous trouverez ces œuvres disséminées. Donc nous vous invitons aussi à déambuler dès que vous sortirez de la chapelle pour aller les trouver. Une conversation entre João Pinaranda, Miguel Branco et Michel Menu qui nous permettra d'évoquer cette question de l'animal dans l'art contemporain, l'animal qui est le thème du Festival de l'Histoire de l'Art, de cette 11e édition du Festival de l'Histoire de l'Art, avec comme pays invité le Portugal, et nous avons ici une symbiose parfaite avec un dialogue qui s'articulera tout de suite. Nous vous remercions. S'il reste un peu de temps à la fin, nous pourrons aussi passer le micro parmi vous pour des questions. Donc merci à vous. Merci. Bon, on m'avait dit que je pourrais parler en portugais, mais maintenant on me dit que non. Alors j'essaierai de ne pas dire beaucoup de bêtises. D'abord, je remercie la présence de Madame la Présidente du Château et de Monsieur l'Ambassadeur du Portugal. Je me présente, je suis João Pinaranda, Pinaranda peut-être, c'est plus facile. J'ai eu l'honneur de faire le commissariat de l'exposition de Miguel Branco, que je connais depuis longtemps, et dont j'ai déjà écrit des choses. Et je suis là un peu pour faire l'introduction de deux thématiques peut-être qu'on va aborder, de deux chemins qu'on peut parcourir en parlant de ces peintures. D'abord, il y a le cas concret de l'expo que vous visiterez dans une demi-heure, une heure, dans une visite que vous ferez dans le château. Et il y a une autre question qu'on doit approfondir beaucoup plus, c'est la relation qu'il établit avec les animaux, avec la thématique animalière depuis longtemps. Je pense que je commencerai par la partie la plus facile et la plus proche, que c'est comment est-ce qu'on a conçu la présentation, l'accrochage, disons, c'est pas un accrochage, c'est bon, je sais pas comment le dire, le montage peut-être, je sais pas, l'installation, c'est ça. L'installation des sculptures dans le parcours du château. D'abord, on a trouvé les lieux, et on sait que les lieux sont très importants. On vient d'écouter l'architecte Eduardo Sotomora dans l'ouverture du festival parlant des lieux et de l'importance des lieux, comment les domestiquer. L'artiste, par contre, Pedro Cabrita Reis, il disait qu'il ne les domestiquait pas, il les conquérait, ça se dit comme ça, le verbe, c'est correct. Mais nous avons eu la possibilité de domestiquer les lieux pour mettre des animaux, quelquefois des fauves, des animaux sauvages, mais quand même dans une ambiance bien palacienne. Ça se dit comme ça, palacienne, bon, dans un château et dans un palais. Et le parcours, on a choisi d'une part, pour des questions de symboles, par exemple la biche blanche qui est dans la galerie des cerfs, évidemment, c'est son lieu privilégié, ou en occupant une autre biche plus petite, en bronze, parce que le bronze permettait la possibilité d'être en plein air, auprès de la fontaine de Diane. Et ça fait résonance historique à la fontaine de Diane. Bien que, ça on peut parler après, les animaux de Miguel sont des synthèses, ne sont pas des êtres naturalistes ou naturalisés, sont des icônes plutôt que des transpositions naturalistes comme Rosa Bonheur, bon, dont on peut aussi voir les peintures. Ça, je dis dans la sculpture. Dans la peinture, où il travaille aussi beaucoup les animaux, les choses sont un peu différentes.
mais d'autre part, on a essayé aussi de trouver des lieux symboliques du château, comme la bibliothèque Napoléon, où on a mis les chevaux et où on a fait une relation avec le pouvoir impérial et en même temps la décadence des animaux, parce que les chevaux que vous verrez sont des chevaux qui sont en train de se détruire eux-mêmes, de se décomposer, c'est ça, de se décomposer. Bien qu'ils sont debout comme un cheval normal, mais qu'il est un cheval normal de course. Bon. Après, on a trouvé d'autres endroits pour mettre d'autres pièces qui ne sont pas des pièces animalières du point de vue de la forme, mais qui ont symboliquement une relation très forte avec l'animal. Par le titre, comme s'il avait fait une sorte de densité si forte que Diane et Actéon, deux protagonistes d'une histoire avec des animaux, restent seulement un bout de bois, comme un poignet fermé sur une table. C'est pas un poignet, mais c'est une forme ronde, un peu phallique, disons. Et que la symbolique est aussi interchangeable, parce que on voit la Diane à la gauche de Actéon, et la Diane en noir et Actéon en blanc, la Diane très forte et Actéon en faillite, fragilisée. Non? Bon, alors ça donne aussi des questions qu'on pourrait développer après. Et finalement aussi la dernière sculpture dont je parlerai et qui a orienté toute la rédaction de mon texte. Je crois que quelques-uns de vous avez la petite brochure, et très belle brochure, petite mais ça n'a rien à voir. Même la sculpture dont je parle, la dernière, qui a orienté la rédaction de mon texte, c'est un petit chien qui a aussi comme une chose 20 cm, en bronze, qui, sous sa patte droite, protège, commence à poser sur un crâne. Et on a parlé beaucoup de ça au bord du Tage. Le jour était très bien et très ensoleillé, mais la conversation a orienté vers des sujets un peu ténébreux, comme la mort et les choses comme ça, parce que j'ai vu, et Miguel aussi, immédiatement là, l'aboutissement, la fin un nouveau final pour l'histoire de Diane et Actéon. Actéon a été mangé par ses chiens et son crâne était le crâne qui était sous la patte du chien. Alors le chien en même temps, bon, ça c'est une invention, une fiction, parce que ce ne sont pas seulement les artistes qui ont le droit à créer les choses. Hein. Moi, on peut interpréter et faire des inventions fictionnelles. Ce chien qui l'a mangé son maître, il le protège aussi. Et c'est une des images très intéressantes de la mélancolie aussi, le chien et le chien avec. Mais s'il gagne ce nom, je l'ai appelé, je croyais ça au début comme une vanitas, mais c'est Miguel qui a à la fin donné la fin au récit, c'est qu'il l'appelait Actéon. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire tout le texte autour de cette idée de
et de faire. C'est très intéressant parce qu'à la fin, c'est la sculpture la plus petite que je trouve la plus powerful, puissante. Hein. Et je passe la parole peut-être à Michel Menu pour qu'il puisse approfondir ce ne sont pas mes réflexions, mes idées. Merci. Donc moi, je suis physicien. Au contraire d'un historien d'art dans les conférences habituelles, les historiens d'art lisent un texte qu'ils ont préparé à l'avance, et les physiciens dans les conférences, ils font le contraire. C'est-à-dire qu'ils doivent montrer qu'ils sont capables de faire un oral sans prendre de notes. Mais c'est le contraire aujourd'hui. J'ai quelques notes pour fixer mon idée. Je connais Miguel Branco depuis une quinzaine d'années, lorsque il exposait au MUDAM dans le cadre d'une exposition collective d'art portugais. Ce sera une question que je poserai, peut-être qu'il serait intéressant d'avoir à un moment donné. Hein. Est-ce qu'il y a un art portugais? C'est une question qui a été creusée au départ ce matin. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le travail de Miguel, le monde animal a une grande part, notamment, pas uniquement pour les peintures, les dessins, mais aussi les sculptures. Et une question que j'aurais pour Miguel, c'est est-ce qu'ils ont tous la même fonction? Est-ce qu'ils portent tous le même message? Hein, j'ai beaucoup travaillé sur l'analyse de l'art préhistorique et étudié les œuvres du Paléolithique supérieur où l'animal a une place prépondérante. J'ai plus récemment organisé au Louvre avec des préhistoriens, Jean-Michel Geneste et Boris Valentin, que je viens de croiser, Nicolas Mélard, mais aussi un philosophe, Philippe Grosso, dont le travail cherche justement à penser l'art préhistorique. Et l'un de ses derniers ouvrages, La lucidité de l'art, il traite pour beaucoup, cet ouvrage traite pour beaucoup de la relation de l'homme et de l'animal. Grosso modo, il y a 3 types de relations, une cohabitation indifférente, le monde paléolithique, la cohabitation soumise, où l'animal sauvage est un animal domestiqué ou de compagnie, et le 3e, c'est la prédation. Aujourd'hui, après ces 3 étapes qui peuvent se retrouver dans l'histoire, le monde contemporain essaye de sortir de ces trois considérations et de ces relations avec l'animal. La phase dans laquelle on essaie de sortir, c'est celle où l'animal se distingue de l'être humain. Descartes jette que l'animal serait dépourvu de dignité, car la dignité de l'homme est fondée sur la raison. Donc il y a une séparation du corps et de la raison. Et avant lui, donc le monde médiéval occidental considérait, avait classé les différentes espèces vivantes en 4 catégories. Jusqu'au XVIe siècle, à la suite de Charles de Beauvel, qui écrit le livre du sage, on considérait l'homme et l'animal comme appartenant à des mondes différents. Charles de Beauvel décrit ainsi les différents degrés qui conduisent de la lumière aux ténèbres. Donc je vais le citer. Nous partageons donc en 4 l'espace qui va du soleil et du ciel au centre de la terre, région de la lumière, de la clarté, de la pénombre et des ténèbres. Nous décidons qu'en ces 4 régions est contenue toute vision, connaissance et science de Dieu, et quelles sont les demeures et séjours naturels de toute réalité. Dieu est donc dans la région de la lumière, l'ange dans celle de la clarté,
l'homme dans celle de la pénombre et la bête brute dans celle des ténèbres. Heureusement, on n'en est plus là, et notamment à partir de Derrida, on s'écarte de ces visions. Pour lui, le respect devrait être fondé sur la question de la sensibilité caractéristique commune à l'homme et à l'animal, et non sur la raison. Donc il se détache et il va faire se détacher, pour moi, donc des appréhensions qu'on pouvait, ou de la relation qu'on pouvait entretenir avec l'animal. Et donc c'est le fait qu'on a la capacité de ressentir la souffrance comme l'animal. Et donc ce qui est effectivement, dans ce cas-là, séparer l'homme de l'animal serait comme séparer l'homme de sa nature sensible. Cette séparation n'a pas lieu d'être, parce que l'expérience humaine passe d'abord par les sens. On commence, l'enfant commence, avant de parler et avant de raisonner, de faire travailler ses sens. Et donc pour moi, c'est cela qui me semblait intéressant de ressentir auprès de l'œuvre de Miguel, c'est que justement, c'est les animaux qu'il représente, aussi bien en peinture, en dessin et en sculpture, eh bien, ils vont transmettre une sensibilité qui serait disparue et que, pour moi, peut exister encore dans des œuvres naturalistes. Dans les œuvres naturalistes, il y a plus cette séparation entre les différentes catégories dont je viens de parler. Donc, Miguel, est-ce que tu peux rebondir à partir de ce que je viens de dire, et comment les représentations animales qui sont les tiennes, quel message elles pourraient porter aux spectateurs, aux différents spectateurs qui ont une relation avec tes œuvres. Merci. Je suis ravi d'être ici, dans ce très beau lieu, le château de Fontainebleau. Malheureusement, mon français, c'est pas très bon, et il me va manquer des mots. Donc, je m'excuse, mais je parlerai anglais. I'm very lucky to have two people with me. João, who knows my work since my first exhibition in 1988, and he has been writing about my work. And Michel, whom I met after the exhibition at Mudam as he was speaking, so like 15 years ago, and has been following my work. And I would say that the exhibition, the presentation of my work here at Château de Fontainebleau is also linked to João and to Michel. Michel, I asked Michel to write a text for a book that I'm preparing with my gallery, Jeanne Boucher-Jager, my gallery in Paris, and Véronique Jager is here among us, has been extremely supportive about the work. Yes? Ah, il y a traduction simultanée? Qui va être proposée en consécutif. Ah. C'est la directrice du château qui demande ça. Então, ok. Ficas aqui. Ok, ok. Então, mas fala inglês. Falas inglês? E depois tu traduzes, está bem. Michel is writing a text for a book that we are preparing. Voilà, donc Miguel vient de dire très brièvement qu'il a rencontré Michel il y a 15 ans et qu'ils sont en ce moment en train de préparer un livre ensemble.
And that book has to do with, is related to an exhibition I did at Musée de la Chasse et de la Nature, which had more than 60 works. Alors, ce livre est fait à partir d'une exposition que Miguel Branco a fait au Musée de la Chasse et de la Nature, et dans cette exposition, il a présenté près de 60 travaux. And that was a very central exhibition in my work, and centered around the theme of the animal. After a first one I did in Innsbruck in Vienna, in Innsbruck in Austria, in the Schloss Ambras, and this would be the third stage of the first Miguel... Innsbruck, then Paris at Musée de la Chasse, and this is the third step, so to speak, which will be our idea is also to include the images of this exhibition in the book we are preparing. Voilà, Miguel vient de situer son travail, donc sa présentation ici à Fontainebleau, dans le cadre de 3 expositions qu'il considère fondamentales. Une première à Innsbruck, celle du Musée de la Nature et de la Chasse à Paris, et celle-ci que vous pourrez découvrir au château de Fontainebleau, pour laquelle également il va y avoir un projet, donc évidemment, de publication. Okay, now I try to also to speak a bit in French. Je dois dire que mon travail, c'est pas naturaliste, mon travail, c'est pas narratif, et mon travail, c'est pas sentimental. Et ça, c'est important de dire que quand on pense à ce thème de l'animal, qui normalement a, dans l'histoire d'art, ces 3 dimensions, ça dépend de l'âge, mais c'est très commun. Il y a aussi 2 phrases que je voudrais partager avec vous, qui sont vraiment structurelles dans mon travail. La première, c'est une phrase d'un philosophe grec, Héraclitus, et c'est peut-être ma phrase favorite. C'est en anglais, pour moi, quand je l'ai vu, c'est Nature loves to hide. C'est très beau. La nature aime à se cacher. Et ça, c'est très important pour moi, parce que pour moi, vraiment, l'animal devient un vrai mystère. Jusqu'au début, on me demande, mais pourquoi l'animal? Pourquoi tu travailles autour de ce thème? C'est un thème central dans ton travail. Pourquoi? Il y a... je prends du temps pour vraiment approfondir cette idée et de penser à ça. Et je pense qu'il y a 2 aspects qui sont vraiment structurels. Un, c'est la question de la métamorphose. L'animal se métamorphose, il change, il devient quelque chose différent. Il y a, le papillon serait vraiment l'illustration plus radicale de cette fonction de métamorphose. C'est une chose comme ça, une larve, et que se transforme pour nous, peut-être le plus beau de tous les insectes. La métamorphose, c'est vraiment une chose qui toujours m'a beaucoup fasciné. Et l'autre aspect que j'ai pensé à mon fascination autour de l'animal, c'est vraiment la totale impossibilité de comprendre l'animal. Dans le sens philosophique, dans le sens psychologique, dans le sens anthropologique, je ne sais. Mais l'animal, c'est vraiment... Non, Isabelle, tu restes parce que l'animal, pour moi, c'est vraiment l'autre absolu. C'est l'autre absolu, the absolute other. Et ça, c'est vraiment... ça touche mon travail, la spine dorsale de mon travail, qui a vraiment à voir avec
Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que je ne comprends pas. Donc, et je ne comprends pas l'animal. Je suis fasciné par l'animal et je ne comprends pas l'animal. Et ma connexion avec l'histoire de l'art, et je trouve que ça c'est important de le dire ici, nous sommes à le Festival de l'histoire de l'art, c'est très important de le dire. Est-ce qu'il y a un rapport vraiment structurel dans mon travail avec l'histoire de l'art? Et ça vient au début de mon enfance, quand j'ai vu pour la première fois de l'art égyptien et mésopotamique avec des diapositives que mon père a amené à la maison. Il a fait une session quand j'avais 4 ans. Et pour moi, c'était une des plus fortes images que j'ai de mon enfance. Et aussi, il y a cette fascination d'images qui ne bougent pas. Donc, je ne suis pas un artiste qui est vraiment... bon, j'adore le cinéma, tout ça, mais je pense qu'une image qui ne bouge pas, une image fixe, une peinture, une sculpture, a un pouvoir que c'est très, très caractéristique de sa propre essence. Et ça, c'est une chose très, très forte qui m'est vraiment intéressé. Je parlais d'art égyptien et mésopotamique. Et je pense que quand vous verrez, par exemple, la biche qui est ici, c'est la biche blanche qui est au fond de la galerie des cerfs. Au moment, ce n'est pas vraiment possible de la voir parce que toute la galerie est pleine de tables rondes à cause du déjeuner que nous avons eu. Mais si on imagine, bon, vous avez des images ici, on peut voir ici la galerie des cerfs avec le petit cerf blanc au fond de la galerie, et ça fait vraiment une synthèse parce que nous avons essayé de montrer des autres cerfs au musée de la nature, de la chasse et de la nature, mais c'était un cerf monumental qui était à la cour du musée noir. C'est complètement différent de ce que nous montrons ici, et nous montrons 3 pièces qui sont vraiment liées. C'est le cerf blanc au fond de la galerie des cerfs, c'est le cerf noir qui est au jardin de Diane, et le cerf doré qui s'appelle Diana et que nous montrons dans la chambre jaune des petits appartements de l'empereur. C'était pour moi vraiment it was a challenge, Isabelle. Défi. Un défi. Merci. Et un vrai défi un vrai défi de faire cette exposition, une autre, de transformer les idées que j'avais pour le château de Fontainebleau et de succéder, de faire et de montrer des pièces qui pour moi sont très importantes et qui sont très liées à ce château. En effet, et si on parle de la serre des cerfs, en effet, ce n'est pas un cerf, c'est une biche, mais je l'appelle cerf. Et avec le rapport que vous parlez avant à l'histoire de l'art, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment nous nous relationnons avec des différentes strata de l'histoire de l'art. Pour moi, le cerf, c'est probablement le plus complexe de toutes mes pièces parce qu'il a à voir avec l'art égyptien, il a à voir avec l'art classique, grec, romain, il a à voir avec l'art gothique, si on pense à des peintures et des illuminures, aussi du Renaissance.
École de Fontainebleau. Ça, c'était aussi une autre raison pour la montrer ici. Et vraiment, la Biche Blanche a cette résonance pour moi. Et puis, néoclassicisme, symbolisme et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est ça que m'intéresse vraiment, c'est de regarder l'histoire de l'art et to bring... Emprunter, amener, retirer. Oui, to bring pieces, parts of the art history. Voilà, de pouvoir faire des emprunts avec toute liberté à l'histoire de l'art. Et de le mélanger d'une façon que après on ne sait pas vraiment d'où viennent la... Sans qu'on puisse retracer l'origine. Oui, c'est ça. Donc pour moi, une œuvre d'art, pour moi, c'est une espèce de machine du temps, non? Time machine. Je termine maintenant et je vais donner la parole à João et à Michel en disant qu'il y a une autre phrase que j'aime beaucoup qui est de Jean-Luc Godard. Il disait « Il faut faire des images claires, des idées vagues ». Donc, c'est vraiment... et des idées vagues, ça se relationne avec ce que je disais, que c'est la fascination, la question de voir une chose et de ne pas la comprendre vraiment, et de la porter avec un processus que va toujours dans le sens d'une recherche de clarté. Bon, bien que nous n'avons pas apporté des images, j'aimerais poser deux questions à Miguel. L'une, c'est une question relationnée avec la peinture, parce qu'il peint beaucoup d'animaux depuis longtemps, des animaux qu'on dirait naturalistes, sauf que dans des poses. Merci, c'est très utile ta présence pour nos doutes. Des poses qui sont plutôt humaines. Je pense surtout aux poules, et la lumière et tout ça sont des poules qu'on croyait des saints, des peintures de Zurbaran quelquefois, sont avec une pose incroyable de Watteau aussi, oui, parce qu'il aime bien le 18e. Et ça, c'est une question. C'est pourquoi est-ce que tu peins certains animaux et tu fais la sculpture d'autres. Mais la plus importante, c'est, je crois que c'est une question avec les échelles. Parce que vous visiterez le château et vous verrez 3 biches à peu près semblables, une petite dorée, une autre moyenne blanche et une autre entre le moyen et le petit noir en bronze. Et ça, c'est le chien que je trouve qui a un pouvoir incroyable et pas une dimension mais une échelle très imposante, il est le plus petit des sculptures. Pourquoi est-ce que tu changes les couleurs, les matériaux, les échelles de tes animaux et qu'est-ce que ça a à voir avec ce que tu cherches, cette clarté dont tu nous parles? Voilà. La première... non, mais Isabelle reste. La première question, on parle d'images que vous ne connaissez pas,
comme les peintures que j'ai faites au début des années 90. Et il s'agissait de faire des tableaux, des petits tableaux. Au moment, ils étaient comme ça, 36 cm, 30 cm. Et il avait un fond et une figure qui était très petite dans ce fond. Et les animaux que je peignais, que je peignais de 1990, 90, c'était des poules. Et pour moi, les poules, poules ou poulets? Poules. Et ils étaient le degré zéro de la psychologie. Et ça, pour moi, c'est bon. João doesn't agree. Mais pour moi, oui, parce que et 2 ans après, je peignais des singes. C'est le pôle opposé. Donc, qu'il y a un rapport toujours très psychologique avec les singes et l'expression, nous avons ce rapport avec les singes un peu comme nous avons avec les chiens, mais encore plus, c'est il est humain, vraiment humain. Mais il n'y a pas de psychologie dans mon travail. Donc, j'essayais de faire des choses différentes avec ces thèmes différents. Par exemple, avec les singes, j'essayais de faire... Bon, les singes, on était... they were sitting, tu manques, assis, et ils ne faisaient rien. Mes animaux, normalement, ne font rien. Ils seulement posent, mais la pose, c'est différente. Les poules, c'était comme si elles étaient dans un théâtre. C'était comme le stage, la scène d'un théâtre, peut-être photographic studio. Un studio photographique. Oui, mais elles étaient galantes. Elles étaient comme ci, comme ça. Sans expression dans la face. Mais c'était vraiment un théâtre de l'absurdité. Et je dis ça quelquefois, plus récemment. Je dis que je trouve que mon travail a beaucoup une dimension beckettienne, de Samuel Beckett, non? Comme si les animaux, les singes qui sont dans une bibliothèque, dans mes dessins plus récents, ils sont comme des personnages d'une scène, of a play, theater play, une pièce de théâtre où rien se passe. Donc il n'y a pas de narratif, il y a seulement du vide. Donc c'est vraiment un théâtre du vide. L'échelle, c'est très intéressant, that question, parce que mon travail est plus connu sont des peintures qui sont de cette taille-là, et encore plus petites, 10 cm, quelque chose. Et normalement, je le montre avec une distance de plus d'1 mètre. Donc, on ne peut pas voir 2 peintures en même temps. On voit une et autre, et autre, et autre. La biche, le deer, c'était une surprise pour moi parce que c'était une pièce qui condensait ces différents strata que je parlais historiques, et aussi c'était un récipient de possibilités. On pouvait changer l'échelle et c'était une chose complètement différente. Si c'était blanc, c'était une chose. Si c'était noir, c'était une chose. Si c'était plus petit et doré, c'était une chose. Et avait des rapports avec différentes
strata dans la tradition. Et pour moi, c'était une surprise. Et aussi, c'était probablement la pièce plus importante dans mon travail, dans le sens de changer le minimum possible et avoir le maximum of result. Voilà. Bon. Michel. Bon, ben, sur cette partie technique qui est en fait ma spécialité, il y a des choses aussi qui seraient intéressantes à creuser, mais j'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions. C'est-à-dire qu'en fait, tu as dit tout à l'heure que tu aimais les images fixes et non pas les images en mouvement. Et donc aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on va passer du temps devant cette image fixe. Et si on regarde le cerf, par exemple, c'est pas un cerf, c'est pas une biche. C'est un condensé non seulement de strates dont tu parles, qui est historique, mais c'est aussi un condensé de différents animaux. Hein, donc c'est une hybride. Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce que tu travailles dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la biche, il y a d'autres animaux, mais celui-là est effectivement un exemple paradigmatique. Même si, bon. La deuxième chose, et ça, peut-être qu'on pourra en reparler plus, mais qui me semble aussi très très important dans ton travail, c'est que si on regarde les chevaux qui sont dans la bibliothèque, comme tu le disais, Joao, ils sont en voie de décomposition, ils sont morts. Hein, et donc, c'est aussi le cas du moine, qui est la sculpture du moine, qui est complètement décharnée. Bon, même il a un cercle, il a un trou béant au centre de son corps. Mais donc, c'est ces deux aspects que je voudrais que tu exposes, hein, dans ton travail. C'est-à-dire, bon, et après, je pense qu'effectivement, chaque spectateur, lui, va avoir sa propre interprétation. Joao, moi, on a des appréhensions différentes, des sensibilités différentes. Mais pour toi, hein, donc cet aspect d'hybridation de l'animal et puis cet aspect de décomposition de l'animal. Clair. Oui, en effet, le cerf, c'est une biche, c'est aussi une gazelle. Donc, on est vraiment dans un... C'est aussi la question de produire un hybride, une chose qui est un composé d'autres choses. Donc, c'est vrai, dans le cas du cerf. Les chevaux... Les chevaux sont des chevaux. Ils ne sont pas des zèbres ou des donkeys. Non, ils sont des chevaux. Mais ils sont composés. Chaque dessin est le résultat de 2 ou 3 images qui sont collées. Et il y a, avant d'avoir le dessin, j'ai un collage. Je fais un collage avec des photos de différents chevaux et avec aussi des écorchés et des petites parties qui viennent de George Stubbs. C'est pourquoi la série s'appelle d'après George Stubbs, parce que George Stubbs a fait des anatomies de chevaux très complets. Donc, je faisais des collages pour avoir un dessin d'un cheval. J'utilisais 2-3 images de différents chevaux et aussi
comme les os ou les muscles qui venaient des gravures de George Stubbs. Oui, on a 2-3 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public qu'on puisse encore essayer de... Évidemment, on m'accusera peut-être d'amener un point de vue. Connaissant ton travail depuis 2002, on parle de décomposition, on parle d'emprunt à l'histoire de l'art, on parle d'une vraie connaissance de l'histoire de l'art, puisque que ce soit les peintures ou que ce soit les sculptures, il y a un vrai dialogue avec l'histoire de l'art. Mais il y a aussi une chose, tu parlais du vide tout à l'heure, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappée en découvrant ton travail, c'est le sens de la présence. C'est-à-dire que quand on regarde, Miguel Branco fait des œuvres qui sont en pâte fimo, qui sont absolument minuscules. Et quand on regarde l'expression qu'il y a dans les animaux, dans les dessins, dans les sculptures, dans les peintures, il y a des expressions et il y a un sens de la présence qui est très fort. Alors tu parlais tout à l'heure du vide, mais en fait ce vide n'est pas vide. Il y a une énergie qui est là, il y a une énergie qui est à l'œuvre. Et ça m'intéresserait que tu en parles un petit peu. Merci Véronique. Oui, il y a les deux choses. Il y a un vide narratif pour créer une espèce de suspension du temps et suspension de meaning. Comment se dit meaning? Du sens. Signifier? Du sens. Signification. Donc, on est suspendu parce que c'est vraiment un geste, d'une certaine façon politique aussi, qui est la recherche, on peut dire, d'une relation avec le sacré. Parce que on peut imaginer quelques des sculptures dans un temple. On est là pour les voir. Mais elles ne sont pas images religieuses. Mais il y a cette tension, non, de produire des images, des formes qui nous provoquent une tension d'arrêter, peut-être de ne pas comprendre, d'arrêter le discours. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Bon, peut-être malheureusement, on doit partir parce qu'il y a d'autres conférenciers qui viennent. On vous remercie de votre présence et attention. Et après, je crois qu'on va faire une visite dans le château, dans les appartements où Miguel Branco est représenté. Mais je veux aussi, excusez-moi, apporter aussi aux autres deux artistes que j'ai indiqués et généreusement ont été accueillis aussi dans les hautes chapelles Saint-Saturnin. Vous trouverez João Onofre avec une vidéo sur un vulture, un vautour. Dans une cage, c'est son propre atelier. C'est pas une cage, c'est un atelier qu'il détruit. C'est la vengeance de l'animal. Et dans la grotte des pins, vous trouverez une autre vidéo de Nuno Serra sur ce sont aussi des oiseaux, les faucons et les chouettes. Les chouettes, oui. C'est ça. Bon, et alors, on part, je crois. Voilà, mais merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Miguel. Merci, Michel. Merci, Miguel. Oui, il y a eu plusieurs miracles. C'est pas pour rien que nous sommes dans une chapelle. Miguel Franco a découvert qu'il était parfaitement francophone. Et puis, bravo, c'était merveilleux de vous écouter.
Et puis nous avons fait travailler notre imagination puisque nous avons entendu parler de ces œuvres. Je voulais aussi remercier la galerie Boucher-Jäger, Jäger-Boucher, qui a produit cette exposition de Miguel Branco et où vous pourrez sur son site trouver beaucoup de ces œuvres qui ont été évoquées. Mais je vous invite évidemment à suivre Joao et Miguel à l'instant pour déambuler et découvrir avec eux les œuvres dont il a été question. Merci beaucoup.